en utilisant les éléments de formation. Alors peut-être juste un point sur les règles, je vais vous demander de couper les micros, parce que je vois qu'une dame s'est inscrite. N'était pas prévisible. Comment Ah. le prédateur a trouvé sur place Julien Crescence. Je sais pas, voilà, merci beaucoup. Désolé pour le petit problème technique. De couper vos micros parce que le webinaire est enregistré et il sera évidemment disponible en replay. Donc voilà, c'est pour aussi le confort d'écoute de tout le monde. Donc voilà, et puis vous pouvez également couper vos caméras si vous le souhaitez. Je suis en lien avec Soen Véro qui évidemment est également dans la coordination de ce webinaire, qui pourra répondre aussi et prendre vos questions par le chat. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole, à passer par le chat pour la demander ou à lever la main. Solène et moi, on essaiera d'être réactifs pour vous la donner. Voilà. Donc aujourd'hui et jusqu'à 12h30, on va tenter de respecter les horaires. On a deux illustrations qu'on souhaitait vous mettre en avant sur cette thématique du recrutement autrement, recruter autrement. La première, c'est le témoignage de Dorothée Trichereau, qui est donc directrice des ressources humaines au groupe Vive 3, enfin Vive 3 du groupe Vive au niveau de la mutualité, qui nous expliquera un peu ce qu'elle a pu mettre en place au niveau du groupe sur notamment la création d'une promotion d'agents d'accompagnement aux personnes âgées. Le deuxième témoignage sera plutôt là autour du secteur médico-social avec Arnaud Guasguen, directeur général de la DAPI 44, et également avec lui Émilie Vautier, qui est chef du pôle organisation des formations sanitaires et sociales au Conseil régional des Pays de la Loire, et qui a mis en place là plutôt des formations sur deux métiers, moniteur éducateur et éducateur spécialisé. Vous nous expliquer comment est-ce qu'ils ont mis en place et comment est-ce que ça les aidait à recruter sur ces métiers en tension. Voilà. Voilà pour le cadre. Dorothée, je te laisse peut-être commencer pour nous expliquer un peu voilà, ton initiative ou l'initiative de Vive 3. Il y a un support également qui va être présenté en même temps, voilà, pour une dizaine de minutes, si tu le veux bien. Très bien, bonjour à tous. Nous, on est un acteur intervenant en Pays de la Loire dans le secteur notamment médico-social, qui va de la crèche au handicap en passant par la personne âgée. Et donc, on fait face à des pénuries de professionnels qui sont de notoriété publique. Et on a, l'année passée, créé une promotion d'agents d'accompagnement face à nos difficultés récurrentes et de masse pour recruter des aides-soignants. Et donc, on a monté un cursus particulier, merci Solène, donc sur les promotions d'agents d'accompagnement. Nos objectifs, ils étaient les suivants, hein. Il nous fallait recruter des pros pour qu'on puisse prendre en charge nos résidents. Il nous fallait surtout faire découvrir nos métiers à des publics qui ne connaissent pas notre secteur d'activité et qui en ont soit aucune idée, soit des idées préconçues. Un des objectifs était de générer éventuellement des vocations vers nos métiers du soin pour aller jusqu'à la formation qualifiante de ces futurs professionnels. Je te laisse, Solène, passer au slide suivant. Donc, on a créé une certification qui s'appelle Agent d'accompagnement et qu'on a montée alors en partenariat avec l'OPCO Santé, comme c'est indiqué plus bas, qui est notre fonds financeur de formation, et avec le concours de Pôle emploi dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi collectif, une POEC. Donc ça, c'était nos partenaires majeurs, outre ensuite l'organisme de formation. Donc, cette certification d'agent d'accompagnement, elle permet à 16 candidats de bénéficier d'un socle de base donc sur tous les fondamentaux des métiers du soin et de l'accompagnement, puisqu'initialement, ils viennent d'environnements professionnels extrêmement éloignés. Cette formation dure 210 heures. Il y a 140 heures théoriques qui sont assurées par des organismes de formation, nous essentiellement l'IFSO, qui est un de nos partenaires historiques sur les formations d'aides-soignants, et 70 heures de pratique qui se déroulent en établissement. Cette formation, elle est financée, donc, comme je l'indiquais, par notre OPCO sur toute la partie pédagogique, et ces 210 heures de formation sont financées par Pôle emploi
puisque les personnes qu'on intègre, elles sont inscrites à Pôle emploi. Voilà. Solène, si tu veux bien dérouler. Donc, le bilan qu'on en a tiré, c'est qu'après, notre engagement, pardon, après la formation, dès lors qu'elle s'est bien déroulée et que la personne va au bout de son cursus, y compris jusqu'à la certification, on lui propose un CDD d'1 an dans les établissements qui se sont portés volontaires pour les accueillir, parce qu'il y a une dimension de tutorat et de prise en charge qui est quand même assez importante de la part de l'établissement. Et on va lui confier des missions d'appui et soutien aux aides-soignants dans la prise en charge des gestes de la vie quotidienne des résidents. Et à aujourd'hui, le bilan qu'on en tire, c'est que donc, sur la première promotion, on a recruté 6 personnes. Il y en a 2 qui sont partis en formation d'aide-soignant. Les autres sont restés en CDI ou CDD selon leurs souhaits dans nos établissements sur d'autres postes, qui sont souvent des postes d'agents de service. On a réitéré une deuxième promotion, donc toujours avec 16 participants. Pourquoi 16? Parce que c'est le nombre maximum que Pôle emploi nous permet d'intégrer dans une préparation collective, telle que dans laquelle on s'inscrit. Et puis, on a étendu cette initiative au champ du handicap. Et donc, depuis octobre 2022, on a aussi 6 contrats actifs dans nos établissements qui accueillent, là pour le coup, non pas un public âgé, mais handicapé. Voilà. Et donc, pour la conclusion, Solène? Tu peux changer. Voilà, on a quelques chiffres qui, pour nous, sont assez parlants. On constate que les établissements sur lesquels ces agents d'accompagnement sont positionnés sont des établissements qui ont beaucoup moins recours au travail temporaire, puisqu'on a régulièrement, comme dans nos secteurs d'activité, des absences courtes et inopinées. Et donc, les agents d'accompagnement ont vocation à reprendre des tâches de manière rapide dans les établissements confrontés j'ai envie de dire, au micro-absentéisme. Et puis, on a quand même observé aussi dans les établissements qui accueillent ces agents une diminution de l'absentéisme et de l'accidentologie. Ça amène un meilleur confort aussi à nos professionnels. Ils l'expriment, de savoir qu'il peut y avoir un collègue présent et prêt à prendre en charge les résidents si toutefois il y a un absent le matin. C'est beaucoup plus serein pour eux. L'avantage aussi qu'on note, c'est que nos résidents sont pris en charge par des professionnels qui les connaissent et qui connaissent bien l'établissement. Et ça, en termes de qualité de service et de soins, c'est aussi extrêmement bénéfique. Voilà. Merci Dorothée sur ce témoignage. Je crois qu'il y a une dernière diapo sur tes contacts si vous souhaitez poursuivre aussi les échanges sur la base de ce témoignage. Peut-être y a-t-il des questions? Peut-être moi j'en ai une, Dorothée, c'est sur le recrutement. Comment est-ce que tu as pu identifier les personnes, les stagiaires? C'est Pôle emploi, c'est vous qui avez activé voilà, comment est-ce que vous avez pu faire sur ça? Alors, Pôle emploi beaucoup, mais aussi tous les partenaires avec lesquels on travaille, les missions locales et de nombreuses associations d'insertion diverses et variées. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions sur ça avant de passer sur l'autre témoignage? J'en vois pas. Du coup, on peut passer. Puis s'il y a des questions en fin d'échange, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. On est sur un format court, mais voilà, n'hésitez pas à nous interpeller. C'est des questions aussi de précision à apporter. Peut-être pour poursuivre, je te remercie Dorothée du coup pour ces éléments. Et pour poursuivre, Arnaud, du coup, Arnaud Guasguen, donc directeur général de l'ADAPEI 44, donc un autre acteur de l'économie sociale et solidaire sur le secteur médico-social.
un acteur important. Hein. Tu nous diras, je sais plus combien de salariés tu as. C'est important aussi de le préciser en termes de typologie de structure. Sur deux métiers que vous avez essayé de développer, moniteur éducateur et éducateur spécialisé, vous aviez du mal à recruter. Voilà, peut-être que toi la parole pour nous expliquer un peu comment vous avez fait. Merci beaucoup, merci d'être présent en tout cas pour un échange retour d'expérience. Alors je suis un artisan moi par rapport à Dorothée puisque j'ai pas préparé de PowerPoint, je n'ai pas ces compétences-là. Je vais faire un bref rappel sur ce qu'est l'ADAPEI et un bref rappel du contexte aussi avant de revenir dans le cœur du sujet. L'ADAPEI Loire-Atlantique avec son partenaire APUI, c'est à peu près 2300, presque ou 2250 salariés sur l'ensemble du département. Sur la partie exclusivement médico-sociale. Hein. J'extrais volontairement tout ce qui va être entreprise adaptée, etc., etc. Donc sur la partie médico-sociale, on est en effet un acteur important, de la même façon que Vive et on est vraiment des institutions qui sont en capacité de recruter énormément et qui avons certainement un rôle à jouer dans le coup d'après. Je m'expliquerai aussi par la suite. On a fait face, pour revenir un peu rapidement sur le contexte, à ce que tout le monde sait, donc la désertion de nos métiers. C'est une désertion qui est à l'œuvre depuis de nombreuses années, qui a été mise en exergue par plusieurs phénomènes récents. La crise Covid, l'impact négatif du Ségur, notamment sur le médico-social, qui est toujours à l'œuvre. Hein, néanmoins, en termes de reconnaissance, je ne parle pas forcément de revalorisation salariale, un certain nombre de nos collaborateurs ne sont toujours pas revalorisés. Les problématiques de prise en compte de l'inflation, toujours pas aucune augmentation de nos salaires à date, hein, alors que la plupart des grands acteurs en France ont eu ces revalorisations. Bref, je pense un traitement peu efficace au niveau conventionnel de nos salariés à date, ce qui questionne. Hein, on est au sein de l'UDES et je suis aussi représentant de Nexem, mais je peux me permettre de questionner cette réalité-là. On a une désertion sur l'ensemble des corps de métier, hein, globalement. C'est sur la partie médico-sociale ADAPEI, exclusivement 1800 salariés, on est à plus de 150 postes vacants, on en a toujours 108, clairement identifiés sur des métiers de l'accompagnement à date. Hein, là, 50%, c'est des métiers d'aide-soignant, d'AES. Mais quand on a commencé à élaborer avec des partenaires, et là je vais citer la région hein, pour revenir sur le cœur du sujet actuellement, la région et la RIFT, d'ailleurs, avec qui on a monté ces promos-là, on avait, comme je le disais, une désertion sur tous les corps de métier. Les médecins, on n'en trouve plus, les infirmiers, ça fait 10 ans que ça n'existe plus, et j'en suis un, donc peut-être un des derniers dinosaures de ces formations initiales, on n'est plus très nombreux, ou en tout cas, je ne sais pas où on est passé. On a identifié la possibilité de former en interne et de reprendre la main sur les actions de formation. C'est important ce que je dis parce qu'on change un petit peu de paradigme par rapport à ce qui était posé avant et on s'est adapté et en conformité à ce qui peut être fait sur les grandes entreprises. Je prends un exemple de proximité. Les chantiers navals ont leur propre école de formation de chordonnerie. Bref, excusez-moi, je ne suis pas expert là-dedans. Mais les grandes entreprises, pour répondre à des besoins spécifiques, ont repris la main sur les formations. Et on est donc parti voir un certain nombre d'acteurs. Et évidemment, les premiers partenaires ont été le conseil régional, puisqu'ils ont la capacité de nous accompagner sur l'ouverture de promotions spécifiques. Et on a été accueillis de façon plutôt bienveillante. Et en tout cas, les échanges ont été fructueux, puisqu'on est arrivé assez rapidement à la possibilité de créer des promotions spécifiques à l'APEI et à PUI, de 20 promotions d'éducateurs spécialisés et de moniteurs éducateurs. Ces promotions ont la spécificité d'être copilotées, on va dire, par l'organisme de formation qu'est la RIFT, mais surtout par nous-mêmes, et donc la capacité de sélectionner les candidats, d'éviter tout ce qui pouvait être jugé comme ayant des effets délétères, je pense à des Parcoursup, etc., même pour d'autres promotions, parce qu'on envisage une extension du coup de cette capacité d'intégrer les formations. On est dans la droite ligne de ce qui est souhaité hein, par le développement de l'apprentissage, de l'alternance, etc. À titre d'information, l'ADAPEI fin 2021, c'était 20 contrats d'apprentissage. On est d'ores et déjà à 80. Ça témoigne de l'augmentation conséquente et de la volonté conséquente au niveau de notre association d'accompagner des professionnels par ce biais-là. Des professionnels que nous n'arrivions pas à capter par de la formation traditionnelle, ça c'est indéniable. C'est des professionnels qui intègrent l'effet corporate, alors à la fois de l'ADAPEI, mais on n'avait pas vocation à ce que ce soit que ADAPEI. Bien évidemment, les formations proposées par l'ADAPEI, les futurs diplômés, ne sont pas enchaînés à nous et on travaille à la valorisation du secteur, à minima, du moins, on fait notre part, comme dirait le colibri, dans l'histoire de la forêt qui brûle.
Les formations ont été travaillées avec la RIFT. Là aussi, ça pose question, et c'est des sujets qui sont toujours sur la table. C'est les capacités au centre de formation à modifier très rapidement leurs pratiques, voire des dogmes en termes d'enseignement qui étaient posés jusqu'alors, puisqu'on a demandé, par exemple, à bouger les temps de formation et que ce soit les temps de présentiel, donc l'entreprise qui commande l'organisation calendaire. J'espère que je suis clair, mais ça vient heurter de façon frontale les organismes de formation, donc ils jouent le jeu, mais c'est pas sans poser des freins au niveau de l'accompagnement au changement des formateurs, c'est ce qui s'entend tout à fait. De la même façon, en interne, au niveau de la DAPEI, ça a posé des freins au niveau des équipes, puisqu'on a demandé à des équipes qui étaient déjà épuisées, qui ont œuvré pendant tous ces phénomènes de Covid, parce qu'on l'oublie vite ce qui s'est passé, mais nous, on était à l'œuvre pendant le Covid, on n'était pas fermés. Et à des équipes épuisées avec des augmentations significatives de taux d'absentéisme qui est sur tout le secteur, qui n'est pas qu'à la DAPEI. À titre d'exemple, on est passé de 7 et on avoisine les 10 actuellement. Donc, on voit bien qu'il y a un phénomène d'usure qui se met à l'œuvre. En tout cas, on se l'explique pour partie par cela. Et donc, il faut bouger toutes les lignes, y compris chez nous. Vous voyez, quand on fait de l'apprentissage, on avait ce besoin d'accompagner, de trouver des maîtres d'apprentissage, etc. Donc, c'était pas évident. Il fallait une vraie volonté de la direction générale et un vrai soutien de l'ensemble des cadres et des directeurs d'exploitation, des directeurs opérationnels, mais aussi de l'ensemble des cadres intermédiaires. Certains sites étant plus en capacité d'accueil que d'autres. Quoi qu'il en soit, tout le monde, je pense, a pris conscience, y compris les syndicats, de l'intérêt d'accompagner ces futurs collaborateurs, parce que ce sont vraiment nos futurs collaborateurs par la suite. Et voilà sur quoi on a travaillé, donc là encore une fois avec le soutien de la région. Quand on a vu la réussite de ce dispositif-là, alors pour répondre aussi à la question que tu as posée à Dorothée, Charles, c'était des professionnels qui étaient d'ores et déjà dans l'environnement proche de la DAPEI. Par plusieurs raisons. Soit des personnes qui étaient en lien, des jeunes dont les parents travaillaient à la DAPEI, puisqu'on avait ouvert aussi cette possibilité-là, qui avaient envie de se former, soit des gens qui avaient déjà fait des remplacements de près ou de loin, soit des gens qui étaient venus en renfort, de la même façon qu'a expliqué Dorothée tout à l'heure, qui étaient venus en renfort pendant la période Covid, où on avait lancé, quand il y avait des fermetures, où toute la France était à l'arrêt, des recrutements spécifiques pour venir en renfort sur des tâches annexes, comme expliquait Dorothée, auprès de nos équipes. Donc on avait, si vous voulez, un certain nombre de professionnels qui étaient très éloignés du médico-social, qui ont découvert le médico-social par ce biais-là, et on a réussi à intégrer du monde dans ces formations-là. Et évidemment, des gens qui avaient envie d'acquérir et de développer des compétences au sein de la DAPEI. C'est important parce que ça permettait de garder des gens qui avaient des niveaux, pas les niveaux de bac plus 2, enfin de militaire ou d'éducateur, qui avaient des formations en dessous et qu'on a pu accompagner dans cette formation-là. Donc c'est pas forcément que de la création de futurs professionnels. Vous voyez, par contre, on sait que si on le fait, c'est des gens qui vont continuer à s'investir dans notre domaine, etc. En complément de ça, quand on a vu la réussite de ce travail-là, on a commencé un travail, bien évidemment, au niveau des lycées professionnels dans un premier temps. Et on s'est déplacé dans les lycées professionnels, encore une fois par souci d'attractivité du métier, et surtout leur expliquer qui nous étions. Il est apparu lors de mes interventions que les jeunes, actuellement, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais une réalité, une évolution réelle de notre société, auquel je pense à un type comme moi qui a, du haut de mes 30 ans, alors j'en ai un petit peu plus, mais je ne dirais pas mon âge, mais je suis en décalage réel avec ce que vivent nos jeunes actuellement lycéens. Je faisais l'introduction, et j'en ai vu plusieurs des promotions, en leur disant, c'était à l'époque de l'affaire Orpea, est-ce que vous connaissez Orpea? Personne ne connaissait Orpea, alors que c'était dans la presse de tous les jours, à la télé, etc. Et je leur dis, est-ce que vous connaissez la DAPEI? C'était parler de moi, enfin de l'institution que je représente, institution importante sur le territoire le champ du handicap, c'est la moitié de l'offre du handicap sur le département avec la PUI. Hormis les jeunes qui avaient des personnes accompagnées par un établissement, personne ne connaissait. Donc ça me posait quand même beaucoup de questions quant à notre capacité d'aller travailler notre attractivité métier par la suite avec des jeunes qui ne parlent pas nos codes et nos codes de communication. Ils ne viennent pas sur nos sites internet, ils ne lisent pas la presse grand public, etc., etc. Donc, ils sont sur des réseaux sociaux et des réseaux sociaux qui se partagent exactement les mêmes informations entre eux. C'est très particulier à voir depuis que j'ai commencé à m'intéresser de près à ce phénomène du coup de transmission de l'information sur cette partie générationnelle. Et on s'aperçoit qu'on doit aller les taper beaucoup plus fort, les taper dans le sens noble du terme, c'est être impactant. Donc c'est un travail que je souhaite mener avec l'ensemble des acteurs du secteur, y compris Vive, de pouvoir poursuivre ces interventions, parce que je ne pourrais pas évidemment le faire tout seul. On signe une convention au niveau régional avec Excellence Pro, qui est le réseau des lycées professionnels privés sous contrat,
la semaine prochaine avec l'ensemble des ADAPI régions pour continuer à impacter au niveau des lycées professionnels. Et j'ai rencontré l'Éducation nationale la semaine dernière qui est très excessivement favorable à asseoir la même convention, une convention relativement similaire, à la fois sur leur lycée pro, mais également, et c'est intéressant puisque c'était leur idée, sur des filières plus classiques, de manière à pouvoir envisager également des promotions d'infirmiers, etc. Vous voyez, sur des filières de lycée classiques. On est en cours d'élaboration de cette convention qui sera portée, je l'espère, avec l'ensemble des ADAPEI régions. Au-delà de ça, et on voit bien les phénomènes que je veux vous dire, c'est que les jeunes qui sont déjà dans ces filières, éventuellement lycée pro ou lycée général, avec des bacs qui sont spécifiques, alors moi, j'y connaissais rien, puisque c'est l'éducation nationale qui m'expliquait ça, mais les bacs S, ça n'existe plus. Donc on est sur des acronymes que je ne maîtrise pas du tout, mais il y a des bacs qui accompagnent déjà des jeunes en bacs généraux, hein, sur des formations de nos métiers, etc. Mais ces jeunes-là sont déjà, si vous voulez, quelque part acculturés ou ont déjà une envie de travailler dans notre secteur. Je ne parlerai absolument pas de vocation, je suis très très vigilant sur ce terme-là. Et je pense qu'il faut qu'on aille aussi travailler auprès des classes de collège et également travailler auprès des professeurs qui sont certainement un des grands vecteurs de transmission des valeurs de notre secteur d'activité. Donc c'est probablement des travaux, donc je tends la main à Dorothée pour qu'on puisse élaborer par la suite, à la suite de cette réunion-là, un travail conjoint au regard du partenariat qui unit Vive et l'ADAPEI. Au-delà des promotions qu'on a montées là, donc sur le soutien avec le conseil régional et la RIFT, on ouvre une promotion. C'est pour vous dire qu'on n'arrête pas là. C'est un focus sur cette première expérience, mais je suis déjà en train de vous expliquer qu'on est déjà en train de poursuivre les phases exploratoires. On va ouvrir là au mois de janvier une promotion avec le CEFRAS de 15 aides-soignants, puisque c'est les postes qui nous manquent. Et on arrive encore une fois par le biais d'actions très localisées et très ciblées à trouver des candidats, là où quand on ouvre actuellement, depuis de nombreuses années d'ailleurs, maintenant des promotions d'aides-soignants, on ne remplit pas. Donc il est probable que nous, acteurs de l'ESS, et en plus spécifiquement des métiers du CARE, on ait un rôle à jouer justement pour être assurer cette force gravitationnelle pour attirer les futurs collaborateurs. Je suis désolé, on m'a dit de ne pas parler beaucoup. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Il ne faut pas C'est pas mal. m'arrêter, Charles, si je vais trop loin. J'ai un Non, dernier point quand même vas-y. aussi à titre de retour d'expérience. Alors j'élargis le débat, puisque au départ, on voulait que je parle surtout de le partenariat sur les conventions moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés. Mais on a également élargi la possibilité d'aller recruter les migrants. C'était un travail qui a été organisé aussi, là, pour le coup, avec Madame Chaïb, qui est sous-préfète, hein, qui a été aussi très, très à l'écoute des perspectives qu'on pouvait porter aussi avec cette population-là. Ça a été excessivement compliqué pour plein de raisons, mais on a aussi exploré cette possibilité d'intégrer des migrants ou des réfugiés, hein. On a parlé des Ukrainiens récemment, hein, qui sont venus en France. Ça a été un travail qui était mené, mais c'est vraiment, vraiment un autre sujet pour nous. Enfin, moi qui essaie de piloter à peu près ces démarches-là, on est vraiment, vraiment sur complètement un autre sujet et on ne peut pas dupliquer les démarches qui sont employées actuellement dans des filières plus traditionnelles ou de formation, de centres de formation ou éducation nationale ou lycée professionnel avec l'intégration de migrants. C'est à mettre complètement pour moi, à mettre complètement de côté. On est vraiment sur d'autres modalités d'appropriation à la fois et du public et puis des modalités d'accompagnement. J'espère avoir été clair. Et Ça pas me trop long. semble clair. Merci Arnaud. S'il y a des questions, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, mais je vais tout de suite quand même donner la parole à Émilie Vautier du Conseil régional qui justement a accompagné et a joué un rôle, hein, comme tu l'as dit Arnaud, sur cette initiative. Peut-être Mme Vautier l'évoquer et évoquer l'action du Conseil régional sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Alors je peux commencer peut-être par vous redonner quelques éléments de cadrage sur les compétences régionales en matière de formation sanitaire et sociale. Pour vous dire d'abord que la région a la compétence de la carte des formations, donc sur un certain nombre de diplômes du paramédical, médical, certains sont à cheval comme sage-femme par exemple, et puis des diplômes en travail social. Donc pour établir cette carte de formation, elle a d'abord l'obligation de réaliser un schéma des formations sanitaires et sociales qui est actuellement en cours d'élaboration, pour tout vous dire, depuis le début de l'année et qui sera voté en décembre 2022. Et je vous dis ça parce que ce schéma-là, bien sûr, vient cadrer les choses et donne des préconisations. Les élus votent, hein, ce schéma-là et donne des préconisations, des tendances à suivre, diplôme par diplôme.
Au-delà de ça, la région a la compétence d'agrément des instituts de formation qui préparent à ces diplômes. C'est-à-dire que comme il s'agit de diplômes d'État, hein, par exemple éducateur spécialisé ou moniteur éducateur dont on a parlé à l'instant, sont des diplômes d'État et donc ne peuvent être dispensés que par des établissements de formation qui sont agréés par la région. La région a la compétence d'agrément des instituts, mais également des directeurs d'instituts. Donc c'est vrai que les choses sont très réglementées en la matière et des responsables de formation pour ce qui concerne les formations en travail social. Donc ça veut dire que concrètement, les instituts déposent des dossiers de demande d'agrément. Ces dossiers-là sont également comment dire, fixés par la réglementation. Un certain nombre de pièces sont exigées par à la fois le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale et des familles. Et puis, on a l'obligation ensuite de saisir pour avis les représentants de l'État dans la région, donc DRETS côté formation sociale et Agence rurale de santé pour les formations paramédicales. Donc ça, c'est vraiment de façon très globale la façon dont ça se passe. En 2020, pour revenir aux 2 formations qui nous intéressent aujourd'hui, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, 2019 et 2020, un certain nombre d'établissements de formation ont été agréés pour dispenser ces formations, dont l'ARIFT. L'agrément, lorsqu'il est délivré à un établissement de formation, il est délivré pour 5 ans. Et puis, cela étant dit, parce que l'objectif, c'est quand même de stabiliser l'offre de formation et d'éviter quand même d'y retoucher tous les jours. Pour autant, la région est tout à fait favorable à revoir l'offre de formation lorsqu'il y a des besoins et on sait qu'il y en a. Et c'est pour ça, en effet, que les élus voient d'un très bon œil le développement de l'alternance de façon générale. Donc, quand je dis alternance, c'est vraiment apprentissage, mais aussi les contrats de professionnalisation, PROA par exemple. Et donc, lorsque les établissements, donc, dont la RIFT, viennent vers nous en nous demandant des places en plus pour pouvoir répondre à des besoins d'employeurs, eh bien la région souhaite vraiment y répondre sans blocage ou sans difficulté. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait pour la RIFT, pour ces 2 formations-là. Et pour tout vous dire, on a encore une demande récemment là pour la rentrée scolaire 2022-2023. Donc, on va encore proposer d'étendre le nombre de places. J'ai fait très, très court. Bah, merci, c'est parfait. Mais ça permet en effet de contextualiser aussi les éléments, puisque sur raison de rappeler que sur ces métiers-là, on est aussi sur des questions assez réglementaires, hein, sur les agréments, etc. Là, on a dans les participants peut-être des structures qui sont issues d'autres secteurs, qui ne sont pas soumis à ce type de ce qui pourrait être vu comme des contraintes administratives, en tout cas dans les délais, parce que je vois qu'il y a des questions sur les délais, mais que malgré tout, ça prend assez peu de temps, parce que Arnaud, tu répondais que ça avait pris à peu près 3 mois dans le montage, hein, j'entends. Dorothée, peut-être que je peux te poser cette question. Combien de temps ça a pris sur le montage de la formation? Arnaud, vas-y, pardon, parce que je vois que tu l'as Non, levé. en complément, parce que la question était. Alors, Madame Gâteau avait peut-être posé la question à Dorothée. Alors, moi, je l'ai répondu. C'était peut-être pas du tout à moi que c'était adressé. Non, mais Mais dans les deux cas, c'est on a intéressant. été. L'ensemble des parties prenantes ont été très réactifs. Mais le conseil régional la région avait connaissance des difficultés sectorielles aussi, hein. Donc, on est dans un Ouais. contexte d'énormes difficultés. Quand on a pu solliciter les élus, on a eu une réponse très rapide. Très très rapide, et la RIFT a été très très vite aussi à nos côtés pour travailler. Donc ça peut paraître longtemps, 3 mois, mais ça dépend à quel moment en fait on se dit qu'on a commencé vraiment le projet. C'est pour ça qu'on a un peu du mal à répondre, parce qu'on travaillait à rechercher des pistes depuis, comme tous, avec Dorothée, depuis très longtemps, hein, depuis le début du Covid, etc. On était tellement en difficulté, et que quand on a eu cette perspective-là, on s'est dit, allez hop, on reprend la main, on va aller les former nous-mêmes, entre guillemets, parce qu'on voit bien que c'est pas nous, hein, il y a des règles, mais on a essayé de construire quelque chose entre nous, utilisateurs, les donneurs d'ordre que sont la région et les centres de formation. On a construit quelque chose qui, pour moi, et pourtant je suis quelqu'un qui râle tout le temps dès lors que c'est pas fait dans la minute, je trouve qu'on a été très réactif. La région a été très réactive pour le coup, et la RIFT a été en capacité aussi de mettre en œuvre voilà. Et pourtant je râle, hein, tout le temps. Donc là, pour le coup, si je le dis, c'est que ça a été quand même assez Important exemplaire, de je le trouve. souligner. Et Dorothée, ton côté, peut-être Une sur ça? genèse, comme Arnaud, une genèse beaucoup plus antérieure que son déploiement, hein. Ça faisait un moment qu'on envisageait de professionnaliser tous ces gens qui venaient de temps en temps dans nos établissements et qui n'avaient pas du tout de connaissances initialement. On est sur un délai assez identique, peut-être un peu plus long, je dirais 4-5 mois. Et par contre, nous, c'est tout le montage administratif. Et une fois que ça a été mis en place, je dois dire que pour les 2 promos suivantes qu'on a déployées, on est un peu sur l'autoroute maintenant. Mhm.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a une question de Xavier de Beauvoir sur le. Alors, je suis pas sûr de bien la comprendre, mais quel résultat pour les réseaux sociaux des jeunes? J'imagine que ça fait référence à toi, Arnaud, ce que tu Je évoquais, pense, mais ouais, ouais. Alors, c'est peut-être un dans très la beau manière nom, dont tu peux communiquer. Monsieur de Beauvoir, pour le coup. Mais j'ai pas forcément la main là-dessus. On retravaille avec le conseil départemental récemment. J'ai pu échanger avec eux puisqu'ils ont mis en place notamment une plateforme d'attractivité de métier avec un site internet. Mais on s'aperçoit que les sites internet sont limite dépassés. Et ils servent éventuellement au corporate, au B2B, etc. Mais on n'est plus du tout là-dedans. Les jeunes ne sont plus là-dedans, ce qui était ma génération éventuellement. Mais donc on voit qu'on les impacte pas par les sites internet. Et les réseaux sociaux, moi, j'ai pas les codes du tout. Les échanges qu'on a pu avoir, c'était de se dire qu'il faut peut-être aller rechercher des influenceurs. C'est bizarre, hein, ça me fait mal quand je dis ça, parce que du coup, c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup de mal à intégrer, vous voyez, où l'opinion prime sur la raison, etc. Enfin, ça témoigne quand même de l'évolution actuellement de nos sociétés, mais c'est une réalité, ça se passe aussi là. Et à mon avis, la politique de la chaise vide n'est pas la bonne. Il vaut mieux qu'on puisse les impacter fortement et être vecteur de l'information aussi via ces réseaux sociaux. Donc, influenceur ne veut pas dire forcément des choses balancées à tout et n'importe comment avec des effets discriminants sur tout le monde. Si c'est nous qui les maîtrisons, on peut avoir un discours aussi très qualitatif par ce biais-là. Vous voyez, je ne parle pas d'influenceurs comme on voit l'image qu'on en a actuellement assez négative, parce qu'une fois que vous impactez les réseaux sociaux, ils se partagent ces informations-là. Les seuls éléments sur lesquels on a pu rentrer en contact, c'est dans le cadre des interventions, donc c'est très 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 marginal, des interventions au lycée, c'est d'avoir des contacts avec des jeunes qui sont venus nous voir, hein. Il y en a qui, après des interventions, dans Talensac qui est à côté, il y en a une dizaine de jeunes qui sont venus au siège pour demander des informations, des stages, etc. Comme quoi ça fonctionne quand on est là, on est sur une autre appropriation de la représentation de ce qu'est l'entreprise. C'est-à-dire, je la personnalisais quand j'étais là, quand je faisais mes interventions. Et du coup, on a pris contact via nos réseaux sociaux avec ces jeunes-là. Et on pense que du coup, ça diffuse forcément entre eux. Il suffit qu'ils refassent un like sur ce qu'on fait. Ouais. Par contre, on ne parle pas, on a du mal à parler des cœurs de métier. On est sur des éléments un peu annexes qui viennent porter ce qui était un peu la googlisation, les campus Google aux États-Unis, sur des effets annexes qui viennent travailler des effets corporate. Donc, on communique beaucoup sur notre bateau qui fait la route du Rhum actuellement. Quand je dis notre bateau, c'est en partenariat avec des entreprises, donc on est 10e. On veut faire le Vendée parce qu'on sait que c'est des choses qui sont très, très suivies, hein, pour le coup. Et on doit trouver d'autres vecteurs à côté qui viennent en complément. Vous voyez, pour travailler l'attractivité de notre métier, mais qui viennent en complément. On est obligé d'apporter autre chose en plus. Et on est vraiment sur cette évolution-là, et ce qu'on a pu apparaître il y a une dizaine d'années comme évolution sur la relation de travail aux États-Unis, je pense. Donc, beaucoup de travail à faire sur les réseaux sociaux, et c'est un chantier que je ne maîtrise pas. Il faut trouver vraiment des gens compétents là-dessus, et peut-être qu'avec l'ensemble des partenaires, on arrivera à trouver des moyens d'impacter ce réseau-là. C'est intéressant. Peut-être Dorothée, sur ça, en tant que DRH, j'imagine que tu es évidemment très intéressé sur le sujet, sur la manière de communiquer. On peut peut-être conclure là-dessus, sauf s'il y a d'autres questions, mais ça pose la question de comment on communique auprès de plus jeunes publics, mais de différents publics. Comment on communique, comment on les capte, parce qu'on fait des Ouais. journées portes ouvertes régulièrement et on se rend compte qu'on ne remplit pas nos établissements comme ça. Donc, nous aussi, sur les réseaux sociaux, on est avec notre service communication, hein, en recherche du meilleur moyen d'approcher les jeunes. Je pense que le présentiel dans les écoles, y compris les collèges, c'est quelque chose aussi qu'on a identifié. Il faut aller les chercher finalement assez tôt dans le parcours d'orientation. Donc, voilà ce que je peux dire sur les réseaux. Ouais. Et que ces initiatives, peut-être, elles peuvent sembler aux personnes qui sont présentes assez minimes en termes de résultats par rapport à la volumétrie de postes qu'on peut avoir. Sauf que dans nos secteurs d'activité, on n'aura pas une réponse unique à nos problématiques de recrutement. Et j'ai envie de dire, c'est une diversification d'actions qui nous permettra demain de recruter autrement. Je te remercie pour cet éclairage complémentaire du coup et pour vos différentes interventions et témoignages. On en a terminé là-dessus, sauf s'il y a d'autres questions, mais du coup, je vous remercie pour votre participation. Ce webinaire sera disponible en replay sur les différents sites des différents partenaires. Donc, je vais les citer évidemment, c'est l'UDES, le MEDEF, la CPME, l'UDP des Pays de la Loire et la FNSEA, et évidemment en partenariat aussi avec la préfecture de région
région Pays de la Loire. Donc voilà, n'hésitez pas à les relayer et à nous contacter si vous souhaitez poursuivre les échanges sur ces sujets de recrutement. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne journée, un très bon week-end et à très bientôt.